fonctionne. Tu peux commencer, hein, Quentin. Ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Quentin Gabriac. Je suis doctorant à l'UMR Éco-Essol à Montpellier. Et au cours de ce petit séminaire flash, je vais vous présenter du coup une des expériences que je mène pour ma thèse, avec une partie qui se déroule du coup sur le site à la Bousule, que vous connaissez sûrement. Donc, l'intitulé, c'est le rôle de la laiterie Thievery dans le recyclage des litières végétales dans les agroécosystèmes. Et je vais commencer avec un petit peu de contexte, avec quelque chose que vous savez tous déjà sûrement. Pourquoi ça veut pas? Ah si, c'est bon. C'est que du coup, dans nos écosystèmes terrestres, donc les plantes croissent et produisent de la biomasse. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la production primaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a 90% de cette biomasse qui en fait n'est pas consommée par les herbivores, mais qui en fait finit par mourir et s'accumuler à la surface du sol pour former ce qu'on appelle la litière. Cette litière, pour vous donner une petite idée en termes d'apport annuel, elle est assez variable selon les grands types d'écosystèmes. Donc, par exemple, pour des écosystèmes plutôt désertiques, on peut prendre par exemple un extrême où on va se retrouver sur environ 638 kg par hectare par an, du coup dans les systèmes désertiques. Et par exemple, dans les systèmes tropicaux, où cette production primaire est plus importante, on peut monter jusqu'à 5400 à peu près kilogrammes par hectare par an. Et du coup, cette litière, elle va être la source principale de matière, d'un autre pool de matière organique qui est la matière organique des sols. Mais du coup, par quel processus cette litière va donc renflouer les stocks de matière organique des sols? Par un processus que vous connaissez aussi sûrement très bien, qui s'appelle la décomposition, qu'on définira assez simplement par le processus par lequel les matières organiques mortes se décomposent en composés organiques plus simples, donc ça c'est la dépolymérisation, et qui vont finalement se retrouver in fine en composés inorganiques, donc c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Euh, donc ce processus, il est très important puisque en fait il est au cœur de nombreux services écosystémiques comme par exemple du coup via la croissance des plantes, la provision de fibres et de nourriture, mais aussi via le stockage du carbone, par exemple la régulation du climat. Et donc il a été au cœur de nombreuses recherches et ces dernières années on a assisté à un changement de paradigme sur sa compréhension. Donc en fait, pendant très longtemps on pensait que du coup la matière organique des sols se formait à partir du coup de la litière, de la part de la litière qui était récalcitrante, donc en fait qui ne se décomposait pas ou tout du moins très lentement. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, en fait, cette matière organique de sol, sa source, c'est plutôt en fait pas ce qui est récalcitrant, mais plutôt ce qui a bien été décomposé et en fait transformé en biomasse microbienne par les micro-organismes. Et en fait, c'est cette nécromasse ensuite microbienne qui va ensuite former la matière organique des sols, notamment via des interactions avec les minéraux. Donc du coup, ce changement de paradigme, ça a replacé les acteurs biologiques du sol comme centraux dans la formation de la matière organique des sols et du coup la décomposition. Donc voilà, donc les micro-organismes, donc du coup bactéries et champignons évidemment. Et parmi ces acteurs principaux, il y en a un groupe pour lequel on a encore un peu du mal à comprendre exactement le rôle qu'ils ont dans ce processus, malgré le fait que leur importance est reconnue depuis très longtemps, c'est les macro-invertébrés détritivores. Donc, du coup, quand on parle de macro-invertébrés détritivores, on va parler par exemple de mille-pattes, cloportes, vers de terre. On peut aussi parler par exemple de certaines larves d'insectes que je ne vous ai pas illustrées ici. Et du coup, comment ces macro-invertébrés ils pourraient influer sur la formation de la matière organique des sols et sur la décomposition? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, la litière, c'est pour un grand nombre d'entre eux la ressource principale de leur alimentation. Donc, du coup, en fait, cette litière intacte va être consommée par ces détritivores. Il y a une partie de cette matière consommée, ingérée, qui va être en fait fragmentée puis assimilée pour qu'ils puissent ensuite bah, du coup croître à leur tour et maintenir leur activité métabolique. Et il y a une grande partie de ce qui a été ingéré qui va être ensuite excrété et égesté sous forme de fesses. Donc juste pour clarifier, parce que je sais que des fois les gens me posent la question, une égestion, c'est du coup le rejet de quelque chose de non digéré.
Et une excrétion, c'est le rejet d'un produit métabolique. Voilà, donc l'urine est une excrétion et les crottes sont des égestions, par exemple. Et pour vous donner une idée, en reprenant un peu mes grands types d'écosystèmes, on a essayé de faire des estimations de la proportion de l'apport de litière annuel qu'on a vu au départ, qui est en fait du coup victime de ces détritivores. Donc on peut voir qu'en fait dans certains systèmes, comme par exemple les systèmes désertiques, si je peux reprendre l'exemple, du coup on est autour à peu près de une estimation de 15% de cet apport qui en fait serait consommé et transformé par la suite, alors que par exemple dans une prairie tempérée, on atteint les estimations, elles estiment quasiment à 100%. Donc a priori c'est un processus non négligeable, pardon, et qui est complètement pour l'instant ignoré de tout ce qui est modélisation par exemple des flux de carbone ou de ces autres types pardon, de modèles. Donc du coup, on est légitime de se poser une question, c'est comment cette transformation elle peut influer sur les processus de décomposition et de formation de la matière organique des sols. Pour ça, je vais vous illustrer avec ce graphique que je vais vous simplifier et vous détailler ensuite, qui vient d'un article où du coup ils ont regardé les changements physico-chimiques du coup induits par la transformation en excréments par les détritivores, donc en comparant en fait les litières intactes avant consommation avec les excréments issus de celles-ci. Et ils ont ensuite mis ces excréments et ces feuilles à décomposer pour voir du coup si des changements étaient à noter durant la décomposition. Et du coup, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un gradient qui se forme. Donc, du coup, ce que vous avez là sur le graphique, hop, attendez, je vais mettre le pointeur pour que vous voyez mieux. Voilà. Ce que vous voyez ici, donc, du coup, sur l'axe Y, en fait, c'est la différence nette entre les litières et les excréments. Et le gradient en bas, que vous voyez donc en axe X, c'est un gradient de décomposition et un gradient de ce qu'ils appellent de qualité de matière organique des sols, donc ici principalement basé sur un C sur N. Donc si on se résume la chose, c'est-à-dire que plus on va dans les positifs sur l'axe Y, plus la différence est importante euh, entre les litières et les excréments, positivement. Et du coup, plus on va du coup vers la droite du coup sur l'axe des X, plus ça veut dire que du coup on se décompose plus facilement et avec un ratio C sur N plus faible. Et donc du coup, si je simplifie le graphique, ce qu'on remarque, c'est que du coup déjà, on a un effet détritivore durant cette corrélation qui en fait décroît, c'est-à-dire qu'en fait pour les litières qui a priori se décomposaient, euh, déjà, il est positif, pardon. On voit que sur l'axe Y, on n'est pas dans il n'y a rien en dessous du zéro, on est uniquement dans le positif. Donc, il y a toujours un effet bénéfique, du coup, de la conversion en excrément. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, plus on est sur des litières qui se décomposaient faiblement avec des qualités de matière organique faibles, plus cette transformation a un impact positif. Et ces données-là, en fait, elles sont assez discutées dans la littérature, parce que bien évidemment, il y a des gens qui ont trouvé des résultats un petit peu différents. Et si on prend un petit peu tout le pool de littérature qu'on peut avoir sur ce sujet-là, on est principalement sur des gens qui ont travaillé sur des systèmes forestiers. Donc, on a assez peu de données sur des litières qui viendraient de milieux agricoles. Principalement des études en laboratoire, donc très peu d'expériences de décomposition, par exemple en milieu in situ, voire quasiment pas et principalement dans des systèmes tempérés, avec du coup les systèmes tropicaux qui sont un petit peu à la traîne en termes de quantité de données. Donc du coup, à travers de ma thèse, on a décidé qu'on a essayé de répondre un petit peu à ces manques de connaissances. Et ça, du coup, à travers ces deux petites sous-questions. Donc du coup, ces résultats qu'on observe, donc du coup sur cette amélioration via la transformation en crotte de la qualité du substrat organique en décomposition, est-ce que, du coup, ils ont été observés en milieu contrôlé? Est-ce qu'ils sont généralisables à des systèmes différents? Donc, par exemple, est-ce qu'en milieu tropical ou est-ce que dans des milieux plus arides, on retrouverait la même chose? Et est-ce que, surtout dans des conditions in situ, on observerait toujours ces patterns-là? Ou est-ce que c'est, du coup, principalement des patterns issus d'artefacts de laboratoire? Donc, comment est-ce qu'on compte compléter ce manque de connaissances? Pour ça, du coup, il faut qu'on essaie de s'affranchir un petit peu des milieux contrôlés en faisant de l'in situ.
Il faut qu'on essaie d'observer un petit peu ce qui pourrait se passer dans des systèmes un petit peu différents. Donc du coup, en tout cas, essayer de sortir du système forestier et essayer de trouver un système où quand même l'activité de ces invertébrés détritivores est quand même assez importante. Et pour essayer de généraliser ces résultats, essayer de faire, d'observer ces changements dans des milieux contrastés. Et pour cela, on a décidé de s'employer à étudier les systèmes agroforestiers. Donc, je définis ici très simplement par un système agronomique qui intègre des pratiques qui visent à cultiver de manière ciblée des arbres et des cultures. Donc, pour ce faire, on a monté un design expérimental assez simple où, pour plusieurs sites agroforestiers que je vous présenterai ensuite, on a sélectionné à chaque fois 4 litières. Donc, une litière issue d'une fixatrice d'azote, d'un arbre cultivé et d'une herbacée cultivée, et d'une litière commune, sur laquelle je reviendrai après, qui est le bambou, qui sera du coup commune à tous les sites. Pour chacun, et l'objectif était, pardon, évidemment de former du coup un gradient de qualité qu'on a plutôt mesuré ici en fait comme un gradient de palabilité. En fait, puisque du coup on a testé en laboratoire si les animaux consommaient ou pas, et plus les animaux consommaient, plus on estimait que c'était de la bonne qualité, moins s'ils consommaient, plus on estimait que c'était une qualité plus faible. Donc, comme je l'ai dit, c'est ce gradient de litière, on l'a donné à consommer du coup à chaque fois une espèce de mille-pattes et une espèce de cloporte locale. Pourquoi les cloportes et les mille-pattes? Parce que ce sont en fait les détritivores qui sont les plus, en termes d'archétypes, qui sont les plus représentatifs des consommateurs de litière, contrairement par exemple aux vers de terre qui ingèrent pas mal de sol en parallèle de la litière, par exemple, ou des escargots qui pourraient aussi consommer du végétal vivant. Donc voilà, eux au moins on est sûr qu'ils consomment principalement que de la litière. Et donc du coup, le fait que ces litières soient consommées et transformées par ces animaux, on obtient à nouveau un gradient de qualité, mais cette fois-ci de fesses. Donc ça c'était en laboratoire. Et après, ces excréments et ces litières, on a décidé de les mettre à décomposer du coup sur les différents sites, afin de pouvoir, dans des conditions in situ, pour comparer leur décomposition. Donc du coup, j'apporte une petite précision, c'est que du coup, on a à chaque fois 3 gradients de litière qui ont été transformés par 2 espèces locales de chaque site euh, pour être mis à décomposer. Donc du coup, ça nous fait 12, euh, oui c'est ça, 12 litières à chaque fois dont 4 pour chaque site. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite mis ces petites. Donc là, vous voyez sur l'image, du coup, ça c'est des excréments du coup 2000 pattes et ici des litières. Donc ici c'est la litière de riz gras et ici c'est du coup les excréments de 1000 pattes. Donc à chaque fois, on a fait des blocs du coup qu'on va placer sous les couverts sous le couvert végétal des légumineuses sur les sites agroforestiers. Donc ici, donc, je vous ai mis du petit schéma. Donc en fait, donc voilà, vous avez en fait un bloc avec du coup par bloc un réplica de chaque traitement. Donc des litières intactes et à chaque fois de leur état transformé par un mille-pattes et un cloporte. Ce qui vous forme un bloc. Il y a 10 blocs au total à chaque fois pour chaque site, ce qui fait 10 réplicas par traitement. Et du coup ensuite, donc si je prends le cas de la bousule par exemple, donc ici vous avez les rangées de peupliers et les rangées de d'aulnes, et donc du coup ces blocs-là sont répartis du coup sous le couvert des aulnes puisque ce sont les fixatrices d'azote du système. Au niveau des hypothèses et des résultats qu'on attend, donc du coup en fait on va, comme ce qui a déjà été un peu observé dans la littérature, on va attendre en fait que cette conversion en boulettes fécales, ça va améliorer la labilité et le taux de décomposition des litières. Donc du coup que les fesses se décomposent mieux que les litières de manière générale. On attend que du coup ce pattern soit plus accentué pour les litières de faible qualité et à cycle lent. Donc ça c'est ce qui avait déjà été observé précédemment par l'étude. Et on attend que ce soit de manière cohérente à travers toutes les espèces de cloportes et de mille-pattes qu'on va observer. Donc a priori il n'y aurait pas un pattern différent qui se produirait entre les cloportes et les mille-pattes.
Et surtout, ce qu'on attend, c'est que du coup, vu qu'ici, on a en fait plusieurs sites agroforestiers, pardon, je dirais que j'ai pas précisé, j'ai fait l'accent sur le site de la Bousule, mais en fait, du coup, on a un site en milieu tropical en Martinique et un site à Montpellier en milieu méditerranéen. Et du coup, on s'attend à ce que cette transformation, en fait, elle soit plus impactante dans les systèmes, par exemple, arides, où du coup, la décomposition et la décomposition et la décomposition microbienne, pardon, et le lessivage vont être plus importantes. Là où, par exemple, en milieu tropical, où les conditions sont déjà très favorables à la décomposition. Donc voilà, ça c'est les références. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été dans les temps. Je suis passé un petit peu sur certaines choses, pardon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je les clarifierai avec plaisir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de durée standard, hein. Faut que ça tienne dans la demi-heure, mais à part ça, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Mathias? Mathias est notre poseur de questions attitré. Oui, je suis obligé, quoi. Alors, on t'entend très mal. Oui, je suis obligé de demander une question. Non, Quentin, je me demandais, j'ai deux questions. La première, j'ai entendu ou je sais en fait que il y a presque pas de vers de terre hein, en Amérique du Nord parce qu'ils s'étaient tués avec les glaciers il y a 21 000 ans. Et je me demandais, est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a d'autres détritivores ou est-ce que eux, ils travaillent sans des bêtes complètement? Hum, Alors, de manière générale, alors pour l'Amérique du Nord, je sais qu'ils ont pas mal de mille pattes, etc. aussi, donc il y a sûrement d'autres détritivores comment dire, qui permettent le recyclage des litières dans ces endroits-là. Après, du coup, je sais pas exactement toi de quel système en Amérique du Nord tu parles, parce que par exemple, il y a un système qui est assez connu, c'est notamment par exemple ils ont des gros problèmes d'invasion de vers de terre asiatiques et européens en Amérique du Nord, qui en fait changent complètement les dynamiques de décomposition de systèmes comme des forêts de séquoia, etc., où en fait c'est plutôt des litières qui sont extrêmement lentes en termes de décomposition. Et du coup, ils accélèrent en fait ce recyclage-là et ça change du tout au tout pour tout ce qui va être en fait, je pense, les successions végétales, etc. Parce que je pense qu'il y a sûrement un effet étouffement en fait au sol via l'accumulation de litière qui sûrement du coup est réduit pour beaucoup de ces arbres. Donc je peux pas trop te répondre dans le sens où je sais Oui, pas si. je parlais directement, directement de ces systèmes. Parce Ouais, que l'inversion, c'est maintenant avec l'homme qui est venu. Et oui, ils ont des grands problèmes parce que ça se décompose beaucoup. Mais toi, tu regardes l'étape avant, non? L'étape plutôt l'input qui va ouais, dans mais le sol. en fait, du coup, quoi qu'il arrive, en fait, si on part du principe que pour l'instant, le peu de résultats qu'on a dans la littérature concernant du coup la transformation en excréments que j'ai montré, bah, on a de la chance, c'est complètement généralisable à tout, surtout qu'en plus, je pense que ces systèmes-là, ils sont quand même beaucoup plus proches des systèmes tempérés que des systèmes tropicaux. Après, je suis pas un expert, mais je pense que c'est un peu plus facile de faire le transfert d'idées. Si du coup la transformation en excréments par les vers de terre accélère la décomposition, en fait, on est toujours sur le même problème. C'est-à-dire qu'avant, en fait, c'était des systèmes très lents. En plus, du coup, on est plutôt, je pense, sur des climats assez froids, ce qui fait que bah, ça ralentit l'activité, en fait, tout simplement des organismes du sol, indirectement. Si là, ils ont introduit des bestioles qui sont super résistantes et qui en plus ont une forte appétence pour ces litières-là, qui je pense sont quand même de nature assez récalcitrante. Euh, Ça fait qu'en fait, du coup, bah, il y a un fort taux, et en fait, il y a un taux de transformation de la litière qui est plus important qu'avant. Et donc, du coup, ça induit que, bah, du coup, il y a tout un changement dans le cycle biogéochimique qui se passe. Surtout que moi, du coup, dans ce que j'ai présenté, j'étais uniquement sur l'aspect transformation. Donc, en fait,
la transformation physico-chimique du substrat initial en excrément pour voir si ça avait si ça changeait quelque chose dans le processus de décomposition. Mais il y a tout ce qui est par exemple l'aspect bioturbation que les vers de terre vont faire, où là ils vont carrément changer, par exemple dans la strate de sol, la position du substrat qui se décompose. Donc ça aussi, ça va grandement modifier pas mal de choses. Là où bah, la litière, a priori, s'il y a personne pour l'enfouir, initialement, le système n'était pas comme ça. Donc voilà, je suis pas, enfin là ce que je te dis, c'est vraiment purement ce que j'ai un peu vu et lu il y a longtemps, mais je suis pas expert sur le sujet. Mais du coup, je pense que oui, c'est clairement ce genre de processus-là qui occure aussi là-bas, malheureusement pour eux, quoi. Oui, j'ai juste une deuxième toute petite question parce qu'au début, tu parlais qu'il y a une forte. C'est beaucoup de laitière qui a un input au système, Mhm. mais j'ai entendu que la plupart des matières organiques, ça vient en fait des racines, soit déjà les exsudats des racines, soit vraiment les racines fines qui meurent et sont renouvelées. Et dans tes nombres assez gros, est-ce que ça c'est dedans ou est-ce que c'est vraiment que la laitière qui tombe? Oui, alors effectivement, tu as raison. Si on regarde les synthèses sur du coup les sources de matière organique d'où proviennent la matière organique des sols, effectivement, en fait, l'apport souterrain, donc via les racines, etc., est plus important que l'apport aérien. Bon, je te redonnerai pas les chiffres, mais de combien c'est différent, mais effectivement, c'est plus important ce qui se passe en souterrain. Mais là, du coup, les chiffres que je t'ai montrés, c'est uniquement ce qu'ils appellent du coup le liter fall en anglais. Donc, du coup, c'est uniquement ce qui se passe en biomasse aérienne qui du coup meurt Mhm. et rejoint le sol. Voilà. Ok, merci. Cyril. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'avais une question sur le changement de paradigme, alors que tu as évoqué au début. Si j'ai bien compris, du coup, ce qu'on pensait avant, c'était que la matière organique du sol était principalement constituée de, de débris végétaux qui n'avaient pas pu être consommés, en fait. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais et que maintenant, on pense que c'est plutôt, en fait, au contraire, les débris végétaux ont été consommés mais c'est la nécromasse des animaux et tout ça. Si c'est, je me suis pas trompé là jusque-là? Ça, c'est en fait que du coup, a priori, c'est la matière organique qui se forme principalement, en fait c'est issu de la nécromasse microbienne et pas tant de la litière qui serait récalcitrante et qui tarderait à se décomposer en fait. Ok. Du coup, là, tu as rajouté un truc par rapport à ce que j'avais compris. Donc, c'est par contre microbien, c'est pas l'ensemble des Non. organismes. Non, non, là enfin, le gros papier où ont fait cette découverte, il parle de matrice microbienne. Donc en fait, alors là, je suis un peu limité en termes d'explication sur l'explication exacte du processus, mais en fait, du coup, c'est là où en fait, pour la matière organique des sols, en fait, on parle après de poules, donc la pomme et la mome. Donc la pomme, c'est particulate organic matter. Donc en fait, là, ça va être tout ce qui va être d'origine particulière des feuilles. Donc en fait là du coup tous les petits fragments de feuilles qui en fait petit à petit vont être incorporés au sol. Et du coup le l'autre poule, donc la MAOM, donc c'est Mineral Associated Organic Matter. Et ça en fait c'est la nécromasse microbienne qui s'est associée aux minéraux du sol pour former de la matière organique des sols. Et donc du coup en fait c'est ça le changement de paradigme, il est vraiment là, c'est-à-dire que du coup avant, on pensait que voilà, quand on parlait de formation d'humus, etc., on pensait qu'en fait, c'était du coup ces litières récalcitrantes qui s'accumulaient et qui venaient former petit à petit la matière organique des sols, qui en fait qui n'étaient pas dégradées. Et or là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'a priori, c'est plutôt l'inverse. En fait, toute cette masse de la litière qui a disparu, qui a été transformée en biomasse par les micro-organismes, qui à leur tour, eux aussi, vont mourir. Et via l'interaction avec les minéraux, en fait, ça a formé du coup ce qu'on appelle la MOM dans ce cas-là, et qui du coup, voilà, est un pool important de matière organique des sols. Ok. Et du coup, Si je peux ajouter attends, quelque chose. je suis pas arrivé à ma question encore, mais Ah, elle est simple. Et du coup, ce que je comprenais bien avant, du coup, c'était quelque chose de récalcitrant, donc ça restait. Et maintenant, c'est associé aux bactéries. Et dans ma tête, du coup, ça devrait être facile à digérer. Et tu vois, pour moi, c'est une étape de transformation ultérieure et c'est plus facile à assimiler, digérer, j'imaginais, des bactéries que de la lignine, par exemple.
Et du coup, je comprends plus quelque chose qui était bon, faux mais simple à comprendre. Là, je comprends plus maintenant. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris exactement où est-ce que qu'est-ce qui. Je peux ajouter parce que Ouais. je donne un cours avec Delphine Derrien et elle explique ça. En fait, l'anciennement, tu as pris le matière organique et tu le analysais en mettant des acides et des bases au-dessus et pour analyser. Et tu as une grande masse qui est toujours restée et on appelle ça le humid acid. Et avant, c'était le paradigme qu'il y a une grande masse de humid acid qui n'est pas digéré. Et ça a complètement changé avec les mesures au soleil. Hein, tu vois, le soleil avec les rayons là à Paris, là. Et que maintenant, ils ont vu que le humid acid, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste, c'est pas accessible à notre méthode d'extraction. Et c'est pas un truc spécial. Ça n'existe pas, le humid acid. En fait, c'est juste comme les autres. C'est euh, des petits chaînes carbohydrates qui se sont conglomérés. Alors, ils sont plus accessibles à nos méthodes. Mais c'est pas que c'est un autre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre molécule ou quelque chose? Je... Si tu veux, enfin, du coup, c'est au niveau de ta question, c'est bon, Cyril, ou tu veux reformuler peut-être. Oui, ben, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça se fait que ces restes bactériens, en fait, ne soient pas faciles à digérer, en fait. Tu vois, pour moi, le truc, quand tu vas dans les étapes de la transformation, quand tu arrives à quelque chose qui est bactérien, pour moi, il reste plus, ça devrait être facile à décomposer, quoi. C'est Ouais, ça qui bien est sûr. pas Alors en compris. fait, c'est bien entendu, hein, c'est en fait, il se passe, et c'est là que je te dis que je suis un peu plus limité dans mes explications parce que j'ai pas forcément le phénomène chimique en tête. Mais en fait, il y a une interaction avec les minéraux en fait, et c'est au moment où cette interaction se forme avec les minéraux, en fait, qu'il y a du coup cette matière organique qui se forme et qui du coup là est difficilement accessible et dégradable, et du coup qui fait que elle perdure dans le sol en fait. Merci. Pascal? En fait, je suppose que c'est une question de grain de détail parce que tu as dit aussi, moi je découvre un peu tout ce que tu as expliqué, tu as dit aussi que dans les écosystèmes méditerranéens, c'était plus de la litière qui résulte de décomposition microbienne que fongique, si je me trompe pas. Et comme ma photo ne l'indique pas, moi je viens d'un écosystème méditerranéen où je suis habitué à ne pas voir d'humus. Et du coup, j'aurais imaginé que l'activité microbienne était peu productrice d'humus. Donc effectivement, un peu comme Cyril, je j'arrive pas à recrocher les morceaux, à raccrocher les morceaux avec ce que tu nous as dit intuitivement. Pour les systèmes méditerranéens, alors après, je suppose que ça dépend du système méditerranéen dont tu parles, parce que pour le coup, si tu prends certaines forêts de chênes ou autres, il y a quand même une accumulation de matière organique assez importante dans certains systèmes qui peut être possible. Euh, alors après, De matière un peu intacte en fait, mais c'est-à-dire l'humus que l'on voit dans vraiment très intermédiaires, tu sais, de débris très attaqués déjà et qui créent vraiment des conditions physiques assez particulières, quoi. Une meilleure éponge, notamment que la litière intacte hein, ou quasi intacte. Moi, je pense notamment à une pinède ben, où tu vois soit les aiguilles de pin, soit la terre. Il n'y a rien entre les deux, quoi. ouais, alors pour le coup, la pinède, on est sur un cas un peu particulier entre guillemets parce que du coup on est sur de la litière de conifères qui sont des litières qui sont généralement assez acides en fait, tout simplement. Il y a quand même beaucoup d'aromates et ce genre de choses dedans. Euh, et en fait, alors je suis pas du tout expert de la pinède, mais en tout cas, effectivement, si tu grattes sous les aiguilles, tu vas pas avoir beaucoup d'activité biologique non plus.
Là où par exemple, si je reprends mon exemple de la forêt de chêne à côté, tu vas quand même voir beaucoup plus de tout ce qui va être mille pattes ou turricules de vers de terre, etc. Tu vas plus facilement en trouver en tout cas. Donc là, pour l'exemple de la pinette, je pense que la pinette c'est un cas un petit peu à part parce que du coup là, faut quand même pas oublier que la décomposition, un des drivers les plus connus là-dessus, c'est quand même l'aspect chimique en fait de la nature de comment dire du substrat qui se décompose. Donc du coup là, on est sur des plutôt quelque chose qui chimiquement est, euh, est compliqué à dégrader. Et surtout, en fait, alors je sais pas si ça va t'aider ce que je vais dire ensuite, mais ça soulève un point que j'ai pas trop fait dans la présentation, ce que j'ai pas trop développé pendant la présentation, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est comme je l'avais montré, on a principalement des études en laboratoire où en fait, on force des animaux à consommer des choses qu'ils ne mangeraient peut-être pas dehors. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont manger, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pu mettre en avant, par exemple, un joli gradient et montrer qu'en fait, que des litières, entre guillemets, de faible qualité, en fait, quand elles sont transformées, la qualité du substrat organique augmente fortement. Mais peut-être que dans la nature, en fait, ces litières de faible qualité sont tout simplement pas ingérées. Et du coup, elles ne sont pas peut-être pas concernées par cette transformation. Donc du coup, ce truc de, comme tu dis, de pas trop voir de matière organique, enfin de substrats organiques qui se forment dans certains systèmes, je pense que c'est parce que tout simplement en fait les grands types de systèmes après ont des dynamiques assez différentes. Je pourrais pas te répondre sur le fait de pourquoi dans les systèmes donc que toi tu avais en tête on voyait pas ces choses-là ou pas. Après pour autant je crois que ça a été montré que dans les systèmes très arides, genre, je crois il y a un groupe d'Israéliens qui bossent pas mal là-dessus. Ils ont publié pas mal de choses où ils ont démontré qu'en fait, ben, dans les milieux arides, a priori, c'est la faune du sol a un impact d'autant plus important sur la décomposition parce que, en fait, du coup, l'activité microbienne était complètement réduite par l'aridité. Et eux, dans leur cas, ils mettaient surtout l'avant sur le fait de l'enfouissement en fait, de cette matière organique, parce que du coup, les animaux, ils font des galeries, en fait, pour, je pense, pouvoir se planquer quand il fait trop chaud et pas se dessécher. Et donc, du coup, ils enfouissent indirectement cette matière organique aussi. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est des systèmes un peu particuliers. Et voilà, et donc là, c'est deux, trois pistes comme ça de réflexion que je peux t'apporter. Je suis pas sûr de répondre complètement à ton interrogation, mais, mais ouais, je vais pas non plus te dire de bêtises ou inventer quoi que ce soit. Donc voilà. Ah oui, merci, j'en sais déjà plus. Moi, je me demandais si tu associes ce que tu vas observer aux espèces animales qui sont présentes. Il y a un travail de détermination des espèces qui sont présentes à chacun des sites qui est fait. Oui. Peut-être là je suis passé un petit peu vite, c'est vrai que je suis passé peut-être un peu vite sur le design expérimental, mais du coup en fait on a trois sites agroforestiers, à Montpellier, un à la Bousule à Nancy et un en Martinique au Lamentin. Et donc du coup à chaque fois on a un cloporte et un mille-pattes locaux à tous ces sites qui va transformer les litières. Et donc du coup oui, alors en fait il a fallu deux choses. Dans un premier temps il a fallu essayer de trouver des espèces représentatives des milieux agricoles aussi, enfin agroforestiers plus précisément. Parce que bah voilà, il y a des systèmes dans lesquels on va trouver une riche diversité d'animaux, mais tu trouveras pas forcément en milieu agroforestier. Donc on a essayé de se rapprocher du coup d'espèces déjà qu'on pouvait au moins espérer observer en milieu agroforestier. Et ensuite des espèces quand même assez communes parce qu'en fait malheureusement il y a un besoin là pour le montage de l'expérience d'une certaine quantité de substrat à générer, donc du coup les fesses. Et malheureusement, alors quand on force des animaux à manger des choses qu'ils veulent pas trop, alors déjà ça peut induire des troubles du digestif entre guillemets qui font que les animaux vont plutôt retenir en fait dans leur tube digestif ce qu'ils ingèrent en espérant attendre plus tard d'avoir de la meilleure nourriture. Euh,
Donc, pour donner un exemple, en fait, on a une production de crottes qui est très variable en fait en fonction de ce qu'on leur donne à manger. Donc, du coup, l'appareil fait une espèce commune pour qu'on ait assez d'individus pour pouvoir produire assez de substrat pour pouvoir ensuite pouvoir faire l'expérience correctement. Pour donner l'exemple de la bousule que vous connaissez tous a priori, en 6 semaines d'élevage et de récolte d'excréments, il y a eu presque, pour 40 grammes de litière, il y a presque eu pour le peuplier et l'aulne une vingtaine de grammes de crottes produites. Pour le bambou, du coup, qui est la litière la plus récalcitrante à chaque fois, il y a eu 4 grammes, quoi. Donc, il y avait des contraintes. En fait, la première, c'est qu'on a essayé de faire un truc quand même le plus représentatif du système agroforestier, donc avec des espèces présentes. Donc là, pour Nancy, enfin pour la bousule, pardon, c'est deux espèces que vous pouvez trouver si vous vous baladez sur les parcelles. Donc c'est Cylindroiulus caerulenctus, donc c'est celui-ci là, un petit gueule un peu noir comme ça, noir marron. Et ce cloporte là, Armadillidium nasatum. Donc pareil, voilà, ça se voit pas trop sur la photo, mais on peut le reconnaître parce qu'il a un petit rostre un peu relevé devant, comme une petite corne plate. Donc voilà, et il est vraiment, enfin, comme ça en termes de couleur, donc il est assez facilement reconnaissable. Donc si vous y allez, vous pourrez les voir. Donc par exemple, voilà, dans le cas de la bougie, on a dû déterminer sur site les espèces qu'il y avait et voir laquelle on pouvait cibler. Enfin, lesquelles, du coup, on pouvait cibler pour pouvoir être bonne candidate, du coup, pour la transformation après des litières. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là, c'est en train de se dépeupler? Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Quentin, c'était super intéressant. Mais avec plaisir. J'espère que c'était clair. Ouais. Tiens-nous au courant de ta venue à Nancy bientôt. Ouais, je te tiendrai au courant quand les histoires administratives et budgétaires seront de nouveau opérationnelles. Ok, parfait. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.